La plupart des bons et des grands graphistes français travaillaient soit pour le culturel, soit pour la politique, donc des affiches ou les logos. Et l'idée du commerce était mal vue. Le graphisme commercial était mal vu. Donc résultat, tous les graphistes français faisaient des très très jolies affiches pour des mini-théâtres à Lorient et personne s'occupait des yaourts. Et donc c'est venu en contre-réaction à ça. Je me suis dit mais c'est pas possible. Pourquoi on laisse aux mauvaises agences de pub la responsabilité de faire... tous les logos des zones industrielles en entrée de villes de province, quoi. Et donc c'est venu comme ça, et puis de manière un peu instinctive, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de marier la créativité et le business avec Yorgo Tloupas, l'un des directeurs artistiques les plus influents de sa génération. Son talent, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Et cette vision de transformer et de créer des marques et des projets iconiques. Bonjour Yorgo, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Écoute, je suis très ravie de t'accueillir aujourd'hui et je vais te dire ce que j'aime particulièrement dans ton parcours. C'est vraiment cette capacité rare à construire ce pont entre créativité et business, qui est quand même un équilibre assez essentiel pour les entrepreneurs dans les industries créatives, mais pas que. Donc, je suis très contente que tu puisses partager avec nous tes méthodes, tes inspirations, mais aussi tes défis. Ma première question, ça va être pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer comment tu définirais ta mission et, en tant que créatif et entrepreneur ? Donc moi, je m'appelle Yorgo Tloupas, je suis designer. Enfin, le terme est toujours un peu difficile à trouver, hein. Parce que je fais beaucoup de choses différentes, mais je travaille en gros depuis le milieu des années 90, je suis né en 74 et je me suis passionné très très tôt pour les identités visuelles, étonnamment. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie de mon travail, ce qu'on appelle le branding ou l'image de marque. Mais en parallèle, je fais beaucoup d'autres choses. Je fais des directions artistiques de magazines, je crée des objets, j'enseigne, je m'amuse en fait, mais ce que tu disais juste avant, c'est intéressant parce qu'en gros, ce qui définit nos métiers, c'est qu'on est des arts appliqués. Appliqués à quoi ? Au commerce. Et je trouve assez intéressant qu'une des plus grosses agences de photographes et de représentation de stylistes, photographes, etc. et réalisateurs s'appelle Art & Commerce. Art plus commerce, c'est basé à New York. Mais en gros, c'est ça le résumé. Moi, mon père était artiste, Philo Laos, il était sculpteur, tout à fait. Et moi, je ne fais pas du tout la même chose, et c'était conscient comme décision. J'ai vraiment décidé de ne pas être artiste, et d'être en gros au service des marques. Enfin, au service, ça fait un peu esclavagisme, mais c'est un peu le cas parfois d'ailleurs. De marier en gros la création et l'industrie. Enfin, l'industrie, c'est peut-être pas le bon terme, mais oui, le commerce en fait, le fait et l'argent, en fait, c'est ça que c'est horrible à dire, mais en fait, toutes les marques pour lesquelles je travaille, l'immense majorité, enfin, il se trouve que parfois je travaille pour des fondations ou des associations, mais la plupart sont là pour gagner de l'argent au final, et je suis là pour les aider à le faire. Tout à fait, et puis gagner de l'argent, ça crée de la valeur et ça permet aussi d'entreprendre de nouveaux projets, ouais, et de contribuer davantage. Quand tu parlais de ta relation justement, en tout cas quand tu parlais de ton père qui un artiste, est-ce que tu sentais chez lui que ça manquait, cette partie un peu business, un peu entrepreneur, et c'est pour ça que tu t'es dit je ferai pas pareil? Tu le voyais comment en fait, ton père? Avec beaucoup d'admiration, hein, parce qu'il était multi-talentueux, c'est-à-dire qu'il a à la fois dessiné, construit de ses mains, non seulement la maison dans laquelle j'ai grandi, mais quasiment tout le mobilier, et en parallèle il était sculpteur. Et il savait très bien dessiner, etc. Mais surtout, lui, il était quand même dans une position assez, un peu inhabituelle pour les artistes, c'est-à-dire que la grande majorité de ses commandes étaient des commandes publiques, de ce qu'on appelait les 1% en France, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain budget pour un bâtiment en France géré par l'État, une école, une préfecture, 1% du budget était alloué à une œuvre d'art implantée dans le lieu. Donc mon père a fait beaucoup de sculptures, typiquement à l'esplanade de la Défense, dans les grandes villes nouvelles, etc. Sur les ronds-points, même s'il y a un stigma très fort sur les sculptures de ronds-points, il a fait tout ça. Donc il était dépendant d'une certaine manière de l'industrie ou du commerce, mais il était plus qu'un artiste qui fait des toiles dans son atelier tout seul, en gros. Donc il avait de la commande et il devait répondre à la commande. Je me souviens aussi d'une époque, peut-être dans les années 80,
où il avait moins de commandes, donc ça le stressait un peu. Donc il travaillait, il faisait plus de travaux personnels. Mais peut-être qu'inconsciemment, il m'a transmis cette angoisse de la non-commande, et qui est toujours présente. C'est-à-dire que moi, je travaille depuis plus de 25 ans en appel entrant, ce qu'on appelle les appels entrants. C'est-à-dire que les gens m'appellent, me disent « Ah ben Yorgo, un tel m'a parlé de toi » ou « Souviens-toi, on travaillait ensemble dans telle marque, je travaille dans telle marque maintenant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». C'est à la fois plaisant et à la fois un peu angoissant, parce que j'ai peur de me retrouver dans la situation de mon père qui n'avait pas de commande à un moment. Pourquoi on parlait de ça ? Non, en fait, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis justement les appels entrants. Ouais. Aujourd'hui, après, disons que tu as 25 ans d'expérience de ce que tu dis juste avant, est-ce que tu arrives à avoir un peu la part des appels entrants et des appels que toi, tu vas aller chercher ? C'est simple, c'est 99-1. Super. Voilà. 99, c'est de l'entrant, Ouais. Mais c'est le rêve de tous les entrepreneurs aujourd'hui d'avoir. Je suis pas sûr, parce que moi j'ai parfois envie aussi d'aller aider des marques avant qu'elles se fassent aider par les mauvaises personnes. Et c'est une question, c'est parce que tu n'as pas le temps ? Non, parce que j'ai pas la personne pour le faire. Il faudrait quelqu'un à mes côtés qui ne fasse que ça. D'accord. Emmanuel, mon associé dans la boîte, elle gère tout le système de Yorgo & Co, du studio. Mais elle a évidemment pas le temps, ni particulièrement l'envie d'aller appeler, je sais pas qui, Veolia, ou enfin parce que moi mon rêve en fait c'est d'améliorer le paysage visuel français via les énormes entreprises qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire tous les villages ou les villes de taille moyenne de France sont abîmés par des mauvaises identités visuelles. Le centre piéton de Aurillac, enfin je dis au pif, je suis jamais allé à Aurillac. Est gâché, probablement, 99%, je vais vérifier après sur Google, par une banque LCL avec ses logos immondes. Ouais. Voilà. Donc je considère que c'est un peu ma responsabilité d'aider les Français à vivre dans un environnement plus plaisant visuellement. Et ça passe en grande partie par les logos. Et si LCL ne m'appelle pas, c'est moi qui devrais aller les voir. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui m'appellent pour plein d'autres projets. Mais ces grands projets de paysage visuel français, je pense qu'il faut que j'aille les chercher. En l'occurrence, LCL m'avait appelé il y a 20 ans. Je ne sais pas comment ils étaient tombés sur moi. Ils s'appelaient encore Crédit Lyonnais. Et ils voulaient un redesign. Il y avait une compète, mais j'étais tout seul. C'était longtemps avant que je m'associe avec Emmanuel. Et j'ai retrouvé les trucs que j'avais fait. C'est à peu près, à quelques millimètres près, le logo Walmart qui a été refait il y a 3-4 ans, d'une étoile. J'avais fait exactement ça pour le Crédit Lyonnais. Et ça aurait été pas mal, mais j'avais évidemment pas les épaules pour supporter un projet comme ça, et j'avais pas gagné. Là, quand je t'entends parler, moi en tout cas, je sens une forme de responsabilité collective. D'où est-ce que ça vient ? De dire, en fait, on se doit de pas laisser faire ça, de justement cette beauté visuelle. D'où ça vient, cette responsabilité ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que tu portes comme message ? Alors, c'est intéressant. Je pense que c'est venu presque en contre-réaction à ce qu'était le graphisme français quand j'ai fait mes études à Penningen dans les années 90, où la plupart des bons et des grands graphistes français travaillaient soit pour le culturel, donc des théâtres, des scènes nationales, soit pour la politique, donc des affiches ou les logos pour comment ça s'appelle, le Secours populaire, etc. Et l'idée du commerce était mal vue. Le graphisme commercial était mal vu, donc résultat, tous les graphistes français faisaient des très très jolies affiches pour des mini-théâtres à Lorient, et personne ne s'occupait des yaourts. Et donc c'est venu en contre-réaction à ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on laisse aux mauvaises agences de pub la responsabilité de faire tous les logos des zones industrielles en entrée de villes de province, quoi, ou de partout d'ailleurs. Et donc c'est venu comme ça. Et puis, de manière un peu instinctive, je me suis toujours dit, écoute, la visibilité de notre métier, la plus forte, c'est les logotypes, c'est les centaines ou les milliers de logotypes auxquels on est confronté chaque jour. Tu vois, dans cette pièce, si je regarde entre les tranches de bouquins, les cadrans d'horloge, les micros, la bouteille d'eau, il y en a, je peux t'en compter, 200 dans cette pièce. Et personne ne s'en occupait. Donc vraiment, enfin personne. En tout cas dans ma classe, au Penningen, les gens s'en foutaient complètement. Donc moi je me suis vraiment concentré là-dessus. Et au final je considère qu'on a presque la même responsabilité que les architectes. C'est-à-dire que
quand tu voyages un peu beaucoup, tu vois que certains pays ont un peu lâché la bride sur l'architecture et les règles, et que ça leur porte préjudice. Hein. Je peux parler typiquement du pays d'origine de mon père, la Grèce. Tu vas à Athènes, il n'y a pas eu de baron Haussmann à Athènes, hein, je peux te dire. Donc c'est un capharnaüm. Alors, il y a une beauté aussi là-dedans. Mais les architectes ont une énorme responsabilité dans l'environnement qui nous entoure. Les designers de bagnoles, étonnamment, ont une grosse responsabilité aussi. Si tu veux dater un film, n'importe quel film, le seul moyen efficace, c'est les bagnoles. C'est-à-dire que tu vois les voitures dans un film, les directeurs de production des films le savent très bien, des longs métrages, les voitures vont dater un film. Si t'as que des Renault Safran, tu sais que t'es dans les années 80. Si t'as que des Citroën DS, t'es dans les années 70, etc., etc., etc. Et c'est très précis en fait. Et donc, le design de voitures qui nous entoure nous impacte, l'architecture nous impacte, les vêtements nous impactent, et le design graphique nous impacte. Donc moi, ma responsabilité, elle est évidemment dans aucun des autres domaines, hein, sauf que j'ai designé 2-3 vêtements, mais je ne sais pas faire d'architecture, je ne sais pas designer des voitures, je ne fais pas de meubles, enfin j'en fais pour mon bureau, quoi. Donc je considère que cette responsabilité, elle est importante, et elle est à remettre au centre du débat, en fait. Et je le dis à mes élèves, moi j'enseigne dans plusieurs écoles, je leur dis, mais votre responsabilité, c'est de faire en sorte que tout ce qui nous entoure, au niveau bidimensionnel, parce que c'est ça le graphisme, c'est la surface, que ce soit plus joli. Pourquoi plus joli? Pourquoi c'est important? Est-ce qu'il y a une envie de réparer quelque chose? C'est une question très d'introspection, très intrusive, mais... Non, plus joli, parce que de toute manière, l'être humain va vers la beauté, hein, sinon il n'y aurait pas eu le Parthénon, il n'y aurait pas eu la Renaissance. Ah si, il y a eu les peintures du Moyen-Âge dégueulasses avec des anges qui ressemblent à des crapauds, quoi. Mais à part le Moyen-Âge, même au Moyen-Âge, sûrement, il disait ça c'est beau. Mais le désir de l'être humain, c'est d'être entouré par la beauté, que ce soit la nature ou la création humaine. Donc c'est incontestable comme besoin, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça nous apporte? Je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas si on vit mieux quand on est entouré de jolies typographies et de jolis logos. Hein. Moi, oui, personnellement. Moi, je vis assez mal en France parce qu'on vit dans le champ de bataille ou le champ de ruines, on va dire, des années 80, 90, 2000, où mon métier, le design graphique, le design de lettres, le design de logos, a été fortement abîmé par l'arrivée de l'ordinateur. Alors, je suis arrivé en même temps que l'ordinateur, hein, mais à peu près en même temps que la création incitée par ordinateur. Mais ça a été très très violent pour tout ce qui nous entoure visuellement. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu ouvrais un salon de coiffure, tu tapais, je sais pas quoi, Libert ''R, et tu allais chez ton fabricant d'enseigne en PVC, et il tapait dans Word ou dans je sais pas quel logiciel il avait, et hop, il te l'imprime, c'est dégueulasse. Alors que 20 ans après, fallait appeler le peintre en lettres, le dessinateur d'enseigne du village, ou de la ville, ou le graphiste, qui était formé, qui faisait partie des rares personnes avec cette formation, et qui te faisait un joli lettrage. Donc moi, je vis dans ce chantier, dans ce champ de ruines, on va dire, qui s'améliore un peu aujourd'hui. Hein. Il y a de moins en moins de logos immondes ou de redesign dans le mauvais sens, tu vois, à part Total Energy, qui était déjà mauvais, qui est devenu pire. Mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Tu vois, Renault, c'est devenu beaucoup mieux. Ils sont passés d'un truc tridimensionnel avec des effets de dégradés à quelque chose de très optique, un peu dans la lignée du logo qu'avait fait Vasarely à l'époque. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que, évidemment, tu as une créativité unique. Tu vois, t'es dans ton école, tu regardes les logos alors que personne ne regarde. T'es dans cette pièce, tu me dis, il y en a 200, et finalement, tu te dis, bon, il y a quelque chose à faire. Et j'ai l'impression, tu me dis, si t'es pas d'accord, c'est que pour avoir cette créativité unique, pour arriver à voir quelque chose que les autres ne voient pas, c'est qu'en fait, t'es porté par quelque chose de beaucoup plus fort, qui est justement cette responsabilité, finalement, visuelle. Elle vient d'où, cette créativité unique? Est-ce que tu penses que c'est ton enfance qui l'a influencé? Si je fais court et bête, je vais dire que fils de ma mère était professeur de dessin à la retraite, mon père est décédé, mais il était sculpteur. Son frère était un des plus grands photographes grecs. J'ai des cousines architectes, donc il y a un environnement propice, on va dire. Si je vais chercher un peu plus loin, mais c'est un peu capillotracté, comme on dit, je suis d'origine grecque, qui est quand même un pays à la source d'énormément de beauté et pas dire d'invention, mais de la démocratie,
certaines formes de sculpture, d'architecture, etc., ont été très, très importants dans la définition de ce que c'est que la Grèce. Alors évidemment, il y a eu un gros passage à vide, on va dire, entre le 2e siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui. Mais peut-être quelque chose dans les origines qui fait ça, mais je suis même pas sûr, moi ça me paraît juste naturel. Il y a un autre facteur, et j'en parle souvent, c'est le skate. Moi je suis skateur de confession, on va dire. C'est pas mal. Depuis mes 10-11 ans, et je skate toujours un tout petit peu, 1 fois ou 2 fois par an. Et ça a énormément formé mon aptitude à déterminer la beauté ou non des objets qui m'entourent, parce que le skate est un sport éminemment graphique et visuel. Qu'est-ce qui nourrit ta créativité au quotidien ? Donc je sais que c'est quelque chose, j'imagine, d'instinctif et de naturel, mais comment tu fais pour la nourrir ? Nourrir ma créativité, c'est pas spécialement compliqué. Hein. De toute manière, quand tu fais ces métiers-là, j'imagine qu'un musicien, il nourrit sa créativité en marchant dans une boutique, en entendant la bande-son, en allant voir un film, etc. Qu'un designer de mode, il a juste à sortir dans la rue, il va se nourrir sa créativité. Pareil pour moi. Je sors dans la rue, je vois des choses qui me plaisent, qui me plaisent pas. Je lis des livres, je regarde des films. J'y pense même pas. Est-ce que ma créativité est nourrie ou pas ? C'est naturel. C'est naturel, ouais. Enfin, je pense. Il y a une forme de curiosité quand même. Une forme de curiosité, mais normale. Je fais presque attention à pas trop regarder ce que font mes pairs, mes contemporains dans le design. Je veux pas être influencé. Ça m'intéresse moins d'aller voir les dernières tendances entre guillemets graphiques que d'aller voir une expo ou d'acheter des livres vintage sur l'art cinétique ou autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est clair que je vais pas trop aller puiser mes inspirations dans ce que font les autres aujourd'hui. Enfin, je le regarde pour justement pas faire la même chose. Ok, et comment une idée, elle va naître chez toi ? Elle naît... je dessine, j'ai mes petits carnets, j'écris, je fais de l'écriture automatique. C'est-à-dire que si j'ai un projet disons que j'ai un projet pour un centre équestre, sur mon carnet, je vais écrire cheval et en dessous, je vais en écriture automatique tout ce qui me passe par la tête. Donc sabots, ruade, cowboy, selle, je sais pas quoi, oreille, crinière, etc. Fer à cheval. Et à côté, centre, enfin genre éducation. Et là, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Puis au final, à partir de ce mélange de mots, je vais en faire sortir quelques-uns. Et à partir de ça, je vais commencer à dessiner des formes. Et au fur et à mesure, ça va prendre forme sur papier, puis sur ordinateur, et puis voilà. Et ça, c'est le même process pour un logo ? C'est exactement le process pour un logo, en fait. C'est pas le process pour autre chose, c'est le process pour un logo. Ok. Qui est ce que tu aimes le plus faire ? C'est ce que je considère faire le mieux, et qui me passionne le plus, parce que c'est aussi c'est une forme d'absolu, c'est-à-dire c'est la concentration ultime de mon métier. C'est-à-dire que tu fais dans une forme qui n'est pas lisible, c'est-à-dire que quand je parle des logos, je parle vraiment des symboles. Hein. Je parle de la pomme d'Apple, pas du mot Apple. J'y pensais justement. Ouais. Mais comment on fait pour avoir un logo qui marque comme ça durablement, qui reste dans le temps ? C'est tout un savoir-faire, mais là, quand tu parles d'Apple, qu'est-ce qui fait que en fait, ce logo, il est marquant et il dure et on l'oublie pas ? Apple, il n'est pas incroyable. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Il n'est pas incroyable. Il n'est pas fou, mais il est à la fois symétrique et asymétrique parce qu'il y a la morsure. Il est découpable. Ça leur permet, à coût très très réduit, de découper le dos de tous les ordinateurs et tous les téléphones qu'ils font pour venir y incruster une petite plaque de verre. Il est plutôt généreux, il marche en minuscule, il marche en énorme. Tu peux l'avoir en caisson lumineux suspendu au-dessus de la boutique de la 5e avenue à New York. Tu peux l'avoir en absolument minuscule, gravé sur l'Apple Watch. Enfin, j'imagine, j'ai pas d'Apple Watch, mais etc. Mais oui, mais ça peut être aussi parfois de la chance et parfois... je me tire une balle du pied en disant ça, mais tu peux avoir des marques qui cartonnent avec des logos pourris. Amazon, il est catastrophique. Nike, il est pas terrible. Ça les a pas empêchés de cartonner. Arc'teryx, cette marque de fringues qui, pour une raison mystérieuse, fonctionne très bien. Leur logo, c'est quand même un symbole de mort, donc un fossile d'une sorte de dinosaure, dessiné à la main, donc hyper dur à reproduire, qui marche absolument pas en petit. Tu regardes sur leur Instagram, il est illisible. Et ça ne les empêche pas de cartonner. Donc, et tu penses qu'ils ont cartonné grâce à autre chose et pas au logo ? Voilà. C'est ça ce que tu dis en fait. Ce que je dis, Nike aussi. Nike, ils n'ont pas cartonné grâce à leur logo. Adidas avait un meilleur logo et c'est pour ça que Phil Knight a dit à sa designeuse « Fais-moi un truc pour aller concurrencer les 3 bandes d'Adidas ». Elle n'a pas réussi en l'occurrence, elle a fait juste un swoosh qui est asymétrique, qui n'est pas le même d'un côté et de l'autre de la chaussure, enfin qui est le même mais il faut le retourner, alors que le logo Adidas c'est le même, exactement, c'est les 3 bandes.
Et le logo Adidas, il se décline sur toute la longueur d'un pantalon. Tu vois bien quand Nike, ils essayent de faire des swoosh sur leurs survêtements, c'est dégueulasse, ça fait une sorte d'énorme truc, mais bon, ça les a pas empêchés de cartonner. Donc, est-ce que mon métier est la clé pour réussir pour les marques? Je suis pas sûr. La preuve, ces marques-là qui marchent très bien sans avoir fait appel à des bons designers. Mais c'est pas pour ça que je vais lâcher le morceau, on va dire. Mais il y en a qui ont réussi, serait qui par exemple? Quel est le logo que tu as designé et qui a apporté de la valeur? Ma marque de Ta ski. Marque de ski, ok. Je suis cofondateur. C'est un exemple assez rare parce que j'ai fait ce logo en 2006 et j'ai fait tous les skis, tout ce qui a pu sortir de chez Black Rose depuis. À partir de ce logo qui est 6 petits chevrons qui représentent des oiseaux. Crows, les Black Rose, c'est les choucas, c'est les seuls oiseaux qui vivent en haute altitude dans les Alpes. Et donc Camille Jacou, le fondateur, m'a dit bon Yorgo, on lance une marque, s'appelle Black Rose, fais un logo, enfin dis-moi ce que t'en penses. Donc je dis bah voilà, il faut faire les chevrons en communauté, parce qu'il m'a expliqué on est une communauté un peu spécifique de skieurs. Donc j'ai fait un petit vol de chevrons, de corbeaux, et ça a fait ce triangle en chevrons. Et c'est à mon humble avis, je suis obligé de rajouter le mot humble, mais c'est la seule marque que je connaisse où tout, que ce soit le design des stands sur les salons professionnels, la forme des accroches de vêtements dans nos pop-up, le design de tous les skis, de tous les vêtements, même le motif de notre doudoune, enfin la broderie de nos doudounes pour que les petits trucs de mousse se mettent dans les petits carrés, bah c'est en chevron. Donc tout est basé sur une forme, c'est d'une radicalité absolue, c'est-à-dire que c'est une exigence folle de s'imposer ça en fait. Je me suis imposé une contrainte énorme. Et résultat, ça en a fait quelque chose d'assez iconique. Et je pense que la valeur de Black Rose est en grande partie due au design. Voilà. Parce qu'on fait des bons skis, mais il y a d'autres gens qui font des bons skis. On a des très bons skieurs, il y a d'autres gens qui ont des très bons skieurs. On fait des jolies photos, il y a d'autres gens qui font des très jolies photos. Par contre, il n'y a pas d'autres marques de ski qui maîtrisent à ce point son univers graphique. Alors, quand tu es en phase de création, est-ce que tu as des indicateurs qui te disent, en fait, tu vas dans le bon sens? Là, je sens que ça va être canon. Tu vois, dans la musique, par exemple, je sais que ceux qui composent, ils savent que ça va être un tube parce qu'ils la chantent une fois et on s'en rappelle tout de suite. La mélodie, elle est là. Est-ce qu'il y a ce principe-là dans le design? Est-ce qu'à un certain moment, avant d'avancer jusqu'au bout, tu sens que tu tiens le truc, tu tiens quelque chose? C'est intéressant. Ouais, alors au studio, donc on travaille avec mon équipe. Moi, je dessine les logos. Vraiment, c'est mon petit jardin privé. Je fais tous les logos qui sortent de chez Yorgo & Co. Et après, on travaille en commun avec toute l'équipe qui sont là depuis très longtemps pour ça, certains d'entre eux. Et on le sent, ouais, on le voit bien. On voit quand on a craqué le truc. En particulier sur les logos. Et souvent, moi, je bloque, je suis la merde, j'y arrive plus. Donc, je dis à Alexis, ou à Laura, ou à Sophie, ou à Louis-Pierre, parmi mes collaborateurs, je leur dis, bah écoute, essaye de faire des variantes là-dessus, qu'on voit si on n'arrive pas à trouver quelque chose. Et puis, on les regarde, on les imprime, on les photographie, on regarde de loin, etc. Puis, au final, tac, on voit quand on a quelque chose. Mais c'est ça qui est intéressant dans mon métier aussi, c'est que parfois, on l'a trouvé, c'est génial, on présente au client. Il me dit, c'est pas mal, mais si tu faisais ça, peut-être que ça serait mieux. Alors, parfois, j'ai horreur qu'on me dise ça, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Il y connaît rien, il a fait une école de commerce. Et en fait, parfois, c'est exactement l'opposé qui se passe. Enfin, c'est même assez fréquent. Ça nous amène vers quelque chose de mieux. Et je les remercie quand ils me disent ça. Je leur dis, bah, tu sais quoi, je peux être un peu réfractaire à la critique venant du client. Mais en fait, c'est un travail collectif. Et grâce à toi ou grâce à vous, on est arrivé à quelque chose de beaucoup mieux. Je n'ai pas d'exemple immédiat en tête, mais ça a eu lieu assez fréquemment. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, d'ailleurs, quand tu parles de ton studio, tu ne dis pas c'est mon agence, studio. La différence que tu fais, c'est que toi, le client, il arrive avec un projet, et ensuite, en fait, il y a ta marque, évidemment. Comment tu fais, en fait? Comment tu fais pour un certain moment de dire, OK, j'ai compris ce que tu veux, mais parce que les clients, ils peuvent être un peu difficiles. C'est la différence entre studio et agence. Une agence dit toujours oui. Moi, je peux dire non. C'est-à-dire qu'en gros, si quelque chose me paraît être une absurdité, une mauvaise direction, je ne vais pas le faire. Si quelqu'un vient me voir et n'a pas besoin de moi, ce qui arrive aussi parfois, je leur dis, mais non, c'est très très bien ce que vous avez, je ne changerai rien. Et je ne veux pas que tu perdes de l'argent à me payer pour faire une mini-modification sur quelque chose qui fonctionne. Je dis avec quasi persuasion que les agences ne diraient pas ça. Une agence de pub ou une agence de design, parce qu'il y en a des agences de branding,
Ils vont dire oui, oui, ah oui, tout à fait, nous allons vous aider. Et puis en fait, ils prennent les dollars et voilà quoi. Donc tu veux dire ce qui les intéresse d'abord, c'est le business, donc l'argent, et ensuite font le travail, alors que toi tu dis moi je vais choisir, c'est toi tu choisis tous tes projets? C'est un peu réducteur de dire ça sur eux, parce que je pense qu'ils ont aussi une sève créative. Mais oui, nous, si on prend quelque chose au studio, on va le montrer. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ça soit le mieux possible et ça finira sur notre site. Les agences font ce qu'on appelle des boulots alimentaires, où ils font des trucs horribles qu'ils montrent à personne. Ils font le rapport d'activité de X ou Y boîte du CAC 40. Ils le cachent, ils prennent le cash, et ça rime, et ça leur permet de payer leur salaire de beaucoup de gens qui servent à rien en fait. Donc nous, évidemment, moi j'ai fait un système très différent, mais il n'est pas non plus ultra original. Mon système, c'est exactement le même système que les designers produits français, enfin, ou partout. C'est Mathieu Lehanner, Noé Duchaufour-Laurence, Philippe Stark, les frères Bourroulet, tous ces gens-là, où tu as quelqu'un à la tête créative d'un studio. Ces personnes ne font évidemment pas tout. Philippe Stark, il est très bien entouré, etc. etc. Mais au final, le final cut, la décision finale, la validation de tout passe par cette personne. Et c'est ce qui se passe chez Urgo & Co. Donc, mais c'est génial. C'est un luxe absolu que j'ai d'être aussi bien entouré, d'avoir toute une équipe qui me permet de faire ça en fait. Si je viens vous voir et que j'ai mauvais goût, tu fais quoi? J'ai le budget. Si tu viens me voir, c'est qu'en général, tu as mauvais goût. Mais non, mais j'exagère. C'est que tu as fait des erreurs ou que tu vois des trucs à améliorer. Donc tu pourrais travailler avec moi si tu trouves que la direction que j'ai envie de donner à mon projet n'est pas la bonne et que en fait j'ai vraiment pas de très bon goût. Et en fait que ça ne s'aligne pas en tout cas avec l'identité de ton studio. On trouvera rarement un point d'entente. C'est-à-dire que au bout d'un moment, mais c'est très très rare quand même, parce qu'il y a toujours des affinités aussi, c'est normal. Mais c'est très très rare qu'on vienne me voir en me disant je veux faire ça, et que je dis mais il faut absolument pas faire ça, et la personne insiste, et ça n'a même jamais eu lieu que je fasse quelque chose qui sorte, qui est contre mes principes. Comment tu les sélectionnes, tes marques? Je sais pas, les gens m'appellent, si ça me plaît, je le fais, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui te plaît? Tout. Là, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai la chance d'avoir un quotidien mais tellement varié. C'est-à-dire qu'en ce moment, typiquement, on a fait toutes les typographies pour le PSG, donc un club de foot de grande ampleur. Parallèlement, on travaille pour Cartier, on fait leur magazine, leur typo aussi. Donc là, on passe donc du foot au luxe, mais bon, c'est 2 grosses boîtes. Et je travaille sur un projet de lunettes connectées, enfin avec un clip qui envoie des infos à une ceinture accrochée dans le dos pour que les aveugles puissent voir. Donc là, je fais le logo de ce projet qui est en train d'être développé avec l'Institut national des aveugles, etc., etc. Pareillement, je fais un projet de bulles de savon. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? C'est pour remplacer les petites bouteilles de savon et de shampoing qu'il y a dans les hôtels qui vont être interdites. Il y a des ingénieurs qui ont lancé un projet de petites bulles entourées d'une matière algineuse, donc des algues, mais translucides, posées sur un petit récipient. Et donc, tu arrives dans ta chambre d'hôtel, il y a ta petite bulle qui est trop mignonne. Tu la prends, tu la frottes et elle disparaît. L'enveloppe disparaît et tu te laves avec. Donc, j'ai ça en parallèle de l'identité d'hôtel, en parallèle des bouquins, en parallèle... c'est vraiment ultra varié. Donc, comment je l'ai choisi? Si je pense que je peux aider, je vais le faire. Comme je te l'ai dit, si... demain, Céline venait me voir pour un problème de logo, je leur dirais non, je peux rien faire pour vous. La marge d'amélioration, elle est non pas minime, elle est inexistante. Donc, je sers à quoi? À rien. Débrouillez-vous. Okay. Bon, en l'occurrence, il ne vient même pas me voir. En l'occurrence, Céline, il pourrait s'amuser à faire revenir. Ils avaient, je crois, un logo avec un éléphant au tout début, un truc assez marrant, mais que personne n'a vraiment vu. Ils ont fait revenir récemment un double C, tu vois. Mais qui existait déjà, non? Oui, revenir. Ouais, qui est un peu en conflit avec le système ils ont rajouté l'accent minimal que Hedi Slimane a remis en place, mais bon, voilà. Tu vois, tu as tes propres marques, tu apportes de la valeur à d'autres marques, tu as plusieurs projets, tu as ton café, tu as ton studio, tu as un nouveau projet, mais ça on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'être aussi créatif et d'avoir plusieurs projets, et en plus à côté de ça tu es aussi manager puisque tu manages des équipes, est-ce que ça peut parfois amener à de la dispersion? Tu vois, comment tu fais pour structurer tes idées, tes projets, pour que le projet soit viable quand on est aussi créatif. Et je sais que c'est un sujet qui revient souvent
sur la table, de dire ok, je suis super créatif, j'ai du génie créatif, mais si j'ai un défi aujourd'hui, c'est que je suis dispersé. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense pas être dispersé parce que je suis plutôt organisé, mais j'ai surtout la chance inouïe, et c'est une chance et un choix. Hein. Je suis entouré par une équipe qui fait en sorte que toutes ces choses aient lieu. Et je suis à la fois moteur de l'énergie du studio, parce que j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je prends de temps en temps un Red Bull. Et je peux te dire, quand ils me voient prendre un Red Bull à 14h au bureau, ils sont là, oh non, l'enfer, il va avoir une énergie de ma boule pendant tout l'après-midi. Et c'est ce qui se passe. Donc moi, j'ai beaucoup d'énergie. Mon studio, ils sont très forts. Emmanuelle, mon associée, elle gère tout avec une poigne et un calme olympien. Et c'est le seul moyen de ne pas se disperser, c'est de faire ça. Si j'étais tout seul... alors je l'ai été pendant longtemps. J'ai fini mes études en 96. Je suis parti à Londres en 2001. Je suis revenu à Paris en 2010. Donc de 96 à 2010, j'étais tout seul, quasiment. Sur mes projets personnels. De temps en temps, j'avais des stagiaires, et encore. J'ai lancé un magazine en Angleterre qui s'appelle Intersection. Mais là, j'avais un associé, Dan Ross, avec qui on a fait ça. Et heureusement qu'il était là, pareil. Lui, il avait une formation, il a fait Cambridge, il était beaucoup plus organisé que moi sur certaines choses, beaucoup moins sur d'autres. Mais au résultat, on a réussi à lancer ce magazine sur la culture et l'automobile, enfin, et les véhicules. Mais donc, heureusement, il y avait Dan. Entre ma sortie de Penningen en 96 et mon arrivée à Londres en 2000, ça fait quoi, 4 ans, pas tant d'années que ça. C'est les seuls moments où j'ai vraiment bossé tout seul. Et je m'en sortais, mais parce que j'avais peut-être 5-6 clients par an. C'était gérable. Là, on a en permanence une 30aine de projets. Comment tu fais aujourd'hui ? Comme ça, avec mon équipe. Avec ton équipe. Mon équipe, des bons logiciels d'organisation, de CRM, de tout ça, pour ne rien oublier. C'est ça le danger que j'ai fait pendant pas mal d'années. Parfois, on oubliait des trucs. Tiens, merde, on a oublié de rappeler un tel. Tiens, on est où de ce projet, etc. Et là, aujourd'hui, c'est millimétré. Enfin, j'ai mon calendrier. Après, il y a pire que moi. J'ai déjà vu des iCal plus compliqués que les miens. Mais c'est pas simple, on va dire. Non, c'est pas simple. Parce que tu sais, justement, dans les compétences humaines et statistiquement, très souvent, les personnes qui sont très créatives, quand on parle de hors normes, il est allé à 95%, c'est pas des personnes très structurées, mais c'est parce qu'elles ne sont pas structurées, organisées, qu'elles sont aussi créatives. C'est rare d'avoir les deux. Est-ce que tu parles d'Emmanuel, tu parles de Dan, est-ce que tu es parti consciemment chercher des gens complémentaires qui vont te permettre justement d'aller plus loin ? Qu'est-ce que tu trouves chez Emmanuel que tu n'as pas ? Oui, je suis parti consciemment chercher des gens qui faisaient les trucs que je détestais. Donc mon annonce pour trouver mon assistante personnelle, qui était le poste à l'époque en 2010, c'était un truc sur Facebook à l'époque, où je disais, je cherche personne pour gérer carte vitale, impôts, en gros, ouverture des enveloppes. Moi, j'ai pas ouvert une enveloppe à part des trucs qui ressemblent à des invitations pour des fêtes, depuis 2010. Ça fait 15 ans. Emmanuel ouvre tout et gère tous les trucs chiants. Et c'est pour ça qu'on s'est associé au final aussi. La complémentarité, elle est cruciale. Enfin, de toute manière, tout le monde le dit toujours. Tout le monde cherche son Pierre Berger. Yves Saint-Laurent sans Pierre Berger, je peux dire, ce ne serait pas la multinationale que c'est aujourd'hui. Tout à fait. Ça n'aurait pas existé. Il aurait été un petit couturier chez Dior, qu'il était. Tout à fait. Et il y a Pierre Berger qui est arrivé. Et de la même manière, comment il s'appelle, Tom Ford, il avait ce gars-là, j'ai oublié. Non, pas Tom Ford, Marc Jacobs, il avait un type qui était son partenaire de business pendant très très longtemps, qui a aidé à faire de Marc Jacobs. Parce que tu vois, Marc Jacobs, tu te dis pas que le mec, il va gérer 8 collections par an, etc. tout seul, c'est impossible. Alors, il y en a qui sont ultra organisés, tu vois. Alexandre Matussi, que j'adore, lui, il me disait, il a mis du temps à laisser la comptabilité à d'autres personnes, tellement il aimait ça. Alors, je peux dire que moi, la comptabilité, je ne l'ai jamais trop prise en charge. Donc, ça dépend aussi des personnes. Lui, je pense qu'il est à la fois hyper créatif, hyper organisé. Moi, je suis créatif, pas si mal organisé que ça, mais j'ai la flemme absolue de l'administratif. Donc, heureusement, j'ai ça. Dan, c'était le bon partenaire parce qu'il était aussi littéraire. Moi, j'étais visuel. On a créé ce magazine qui avait une intelligence combinée de l'esthétique et du narratif. Intersection. Donc voilà, mais c'est vraiment aussi le conseil que je donne à tous les gens qui veulent se développer. Je leur dis, mais trouvez
un business partner, trouvez quelqu'un qui soit votre complémentaire. J'ai une copine qui fait des bijoux, Annelise Michelson. Mmh. Je lui dis, Annelise, il te faut quelqu'un pour ça. Et elle y arrive toute seule, mais je ne sais même pas comment elle fait. Elle n'a pas trouvé son Pierre Berger encore. Ok. Et quand tu vois, quand on est aussi très créatif, on a du mal à parler business, on a l'impression que c'est sale. Souvent, ça arrive. Comment tu fais, toi ? J'en parle pas. Littéralement, je vais en réunion et je dis, pour tout ce qui est argent, parlez avec Emmanuel, avec moi, vous parlerez de la créativité. Okay. Alors, parfois, ça change un peu. Hein. C'est compliqué toujours de faire comprendre aussi la valeur financière que peut avoir mon métier à des personnes. Oui, mais c'est un métier, je veux dire, être directeur artistique, c'est une chose, mais être entrepreneur, c'est un autre métier. Ouais, mais donc moi, ma partie, ce à quoi je m'attelle pour que tout ça fonctionne, c'est créer des outils. Des outils, quand je dis des outils, c'est des outils de présentation, une manière d'expliquer ce qu'on fait. Moi, mon métier, en fait, c'est assez marrant. Hein, si je calcule, je dois faire peut-être 20% de mon temps à être créatif, à dessiner des logos, à choisir des typos, des couleurs, mettre en forme, mettre en page des magazines. 80, c'est des présentations. Parce que expliquer aux clients ce qu'on fait, c'est crucial. C'est le nerf de la guerre. Et donc moi, je passe beaucoup de temps à ça, à mettre en forme nos présentations, restructurer, écrire. Convaincre. Pour convaincre. Dans tes présentations. Oui. Tu prends du plaisir là-dedans ? Ah, j'adore. Mais c'est parce que c'est de la politique, c'est de la manipulation. Mes présentations, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que j'arrive, type, il se tape 120 pages d'histoire du logotype, d'analyse de leur marque, de ce qui va pas, de ce qu'ont fait les autres, de ci, de ça, et de pourquoi moi je vais leur proposer ce que je leur propose. Et après, ça arrive, et tu ne peux pas dire non en fait. Tu ne peux quasiment jamais dire non à ce que je présente parce que j'ai fait la démonstration par A plus B juste avant de pourquoi il y avait besoin de ça. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux gens la valeur de ça. Et là, j'ai pas encore craqué le système pour faire comprendre à une grande marque qu'ils vont dépenser 70 000 balles pour faire 3 vitrines qui vont durer 2 semaines à Noël. Qu'évidemment, un logo, ça devrait coûter beaucoup plus cher que ça parce que ça va durer 20 ans, voire plus. Ah oui, mais non, c'est juste un logo, ça peut pas être autant. Regarde combien tu dépenses pour ton pauvre reel Instagram qui va avoir une durée de vie de 12 minutes et tu as payé une boîte de prod X, tu as payé telle célébrité Y et tu n'es même pas sûr que ça va marcher. Si l'algorithme de Meta change, ton truc il va passer à la trappe. Alors qu'un logo, je peux te dire, il n'y a pas un algorithme qui va foutre ton logo à la trappe. Il est là, il va s'inscrire dans le dur et il va rester. Après, moi, je ne fais pas que des logos, mais le vrai combat, c'est de faire comprendre la valeur des logos aux gens. Et en fait, de l'impact que ça va avoir voilà. Sur... Il y en a qui comprennent tout de suite. Mais puis j'ai quand même suffisamment, je pense, de case study aujourd'hui pour que les gens se rendent compte ah oui, ça peut... je comprends pourquoi j'aurais besoin de ça et pourquoi ça va coûter plus cher qu'une Fiat 500. Quoi. Et aujourd'hui, les marques qui viennent vers toi, qui n'ont pas le budget, t'investis dedans ? Alors parfois, quand il y a un projet qui me plaît vraiment, je vais faire un prix d'amis, entre guillemets, contre des points ou de l'equity, on va dire, des parts dans le capital, parce que j'y crois. Donc j'ai fait ça récemment pour une marque de crème solaire qui s'appelle Utu, qui a été lancée à Los Angeles. J'ai fait ça pour un projet de magazine et de guide de voyage responsable, comment on appelle ça, un truc... sur l'écologie, en gros, j'ai fait ça pour Black Rose, mais c'est différent. Je l'ai fait pour Midnight Train, cette compagnie de train de nuit qui s'est lancée et qui, hélas, n'est pas encore sur les rails. On ne sait pas, peut-être un jour, mais c'est compliqué, on va dire. Il nous manque 85 millions d'euros pour construire des trains. Et je l'ai fait pour quoi d'autre ? Je ne me souviens plus. Mais donc oui, si ça m'intéresse, je pense que ça vaut la peine. C'est comme en gros, je suis comme un fonds d'investissement, mais créatif, mais à ma petite échelle. C'est-à-dire que je dépense pas d'argent, mais je dépense du temps et de mon savoir-faire pour aider les marques. De la même manière que les fonds d'investissement, ils mettent de l'argent et ils aident en général. Tu vois, ils apportent leur expérience business. Leur conseil et du conseil. Moi, je fais du conseil à mon humble niveau design. Et en échange, j'ai des parts. Donc, c'est marrant. Pour l'instant, aucun de ces projets ne m'a rendu riche. Et c'est même pas tant l'idée d'être riche grâce à ça. C'est aussi, je pense, pour faire comprendre aux gens la valeur de ce que je peux apporter. Et qu'en effet, alors il y a l'exemple toujours de Nike avec, comment elle s'appelait, Caroline Davidson, la designeuse du logo de Nike.
quand même, au bout d'une quinzaine d'années, ou je ne sais plus combien de temps, Phil Knight, le créateur de Knight, s'est senti un peu coupable de lui avoir payé $60, je crois, son swoosh, et il lui a filé des parts dans la boîte, parce qu'il s'est bien rendu compte que oui, elle avait une part de responsabilité dans le succès de Nike, avec son logo. Donc oui, faire comprendre aux entrepreneurs que la valeur du design, elle est là. Il y en a qui l'ont très bien compris, hein, je peux dire, la famille Arnault, ils savent très bien la valeur des designers de mode ou de montres ou de toutes les marques qu'ils achètent. Ils ont bien compris. Bah, tu sens, de toute façon, c'est un duel constant. La partie très commerciale et la partie très créative dans les maisons du groupe. Je suis passée par quelques maisons d'ailleurs. Tu sens que c'est un duel, mais ce duel doit exister et il doit y avoir quelqu'un au-dessus, justement, qui est assez agile pour les faire coexister. Donc toi, comment tu les prends, tes décisions? Est-ce que toi, tu es sur la partie, ok, moi je sais raconter l'histoire du design ou du logo que je vais proposer, donc ce que moi j'appelle du storytelling, tu me diras si tu es d'accord. Et aussi des décisions où tu te dis, bon, en fait, on n'y va pas parce que financièrement, on n'y est pas, quoi. Est-ce que ça fait partie de ta décision ou pas? Ça peut peser dans la balance. Facteurs, je peux parfois aller vers des projets qui sont de toute évidence à perte, mais qui soit m'amusent. Enfin, en général, il faut que ça m'amuse à faire et que je pense que ce sera un projet, entre guillemets, d'image qui nous permettra de faire d'autres choses. Voilà. Il y aura une valeur, de promotionnelle ou alors d'expérience aussi. C'est-à-dire que si demain quelqu'un m'appelle, tu vois, typiquement là on est dans une salle avec plein de câbles et de matos hi-fi. Si demain j'ai une boîte qui se lance, qui fait des micros ou des enregistreurs, bah oui, je vais dire oui parce que j'en ai jamais fait. Je serais curieux de voir comment je pourrais apporter ma patte sur ce genre d'objet. S'ils n'ont pas d'argent, je ferai un effort parce que ça va m'intéresser. Pour l'expérience, et puis qui sait, peut-être qu'après Sony ou je ne sais pas quelle marque existe, Sennheiser, je vois là-bas, en l'occurrence ils n'ont pas besoin de mon aide, Sennheiser va m'appeler, va me dire on a besoin d'un nouveau logo ou d'un nouveau système graphique pour nos tableaux, etc. Ok. Est-ce qu'il y a un projet ou une idée qui n'a pas fonctionné comme tu l'avais imaginé et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Est-ce qu'il a influencé justement tes projets futurs? Alors on évite de faire des compétitions de design. Alors, un projet qui n'a pas fonctionné, non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on livre quelque chose, on en sera fier, on sera content, le client sera content. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah bah non, c'était le mauvais logo, ou c'était la mauvaise mise en page de magazine, ou c'était le mauvais design de je sais pas quoi. » Non, ça n'a pas lieu. Si on livre un truc, ce sera nickel, logiquement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, les trucs qu'on perd, et on évite de faire des compètes, mais on en fait quand on sait que ça peut avoir un impact sur le paysage visuel. J'ai envie de dire mon plus gros regret, c'est le signe. C'était un concours d'État l'an dernier pour les petites enseignes des maisons de la presse en France. Tu vois, le petit losange jaune, là, le rhombe jaune avec la plume rouge, avec marqué presse. J'avais fait ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire. J'ai perdu la compète, je sais pas pourquoi. Le truc est pas sorti. Mais Constance Guisset, je ne devrais pas dire, je t'ai balancé Constance, copine designer, un jour, on était à Milan, elle me dit, tiens, regarde ce qu'elle a gagné, parce qu'elle avait fait aussi, elle avait perdu aussi. Elle monte sur son iPhone un truc, et là, j'étais stupéfait. C'est non seulement inefficace, mais en plus c'est criminel ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça fait partie du paysage visuel français, de la même manière que les carottes de tabac font partie du paysage visuel français. Les touristes viennent en France, ils disent « Oh, regarde le joli carotte de tabac, hey, I'm in France », tu prends la photo. Pareil pour les trucs de presse. Il y en a dans tous les vieux villages, décolorés, etc. Ce qui va sortir, si ça sort, je ne sais même pas qui l'a fait. C'est scandaleux. Et donc là, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté parce que j'avais fait un système qui fonctionnait, qui était dans la lignée de ça. C'était toujours un losange jaune, mais ça ressemblait à un petit livre. La plume, c'était toujours une plume, mais c'était un P comme presse. J'avais écrit presse avec la typo qui a été designée pour l'État français, qui s'appelle la Marianne. Donc j'avais vraiment fait un truc simple qu'il fallait faire. On a perdu. Stupéfait. J'ai pas encore compris comment cette décision a été prise. Et je pense que ce sera la seule fois de ma vie où, quand le truc va sortir, je vais communiquer sur moi ce que j'avais fait, sur ce que j'avais pensé. Parce que c'est comme si demain, il y avait un concours d'archi pour
refaire l'obélisque, enfin, ou je sais pas, l'arche, la colonne de la Bastille, et que le truc qui gagnait, c'était, je sais même pas quoi, une sorte de gloubi-boulga en caoutchouc dégueulasse violet qui gêne la circulation, Je vois très qui bien. est inefficace. Tout Là, à ils ont fait. fait un truc inefficace, qui ne se voit pas, qui est genre gris sur gris ou blanc sur gris. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, je suis pas content. T'es pas content, tu fais comment pour passer à autre chose? Qu'est-ce que tu dis? Comment je fais? Bah, rien, bah, là, j'ai perdu. Putain, merde, j'ai tellement de trucs en même temps. Non, mais je veux dire, c'est plus simple de se dire, ok, enfin, on aimerait tous, en tout cas, quand on est un entrepreneur, un créatif, de se dire, ok, ça n'a pas été pris pour telle raison, ça nous aide à grandir, à développer. Tu sais ce que tu disais tout à l'heure, quand tu montres un design, une proposition à un client, t'aimes bien, finalement, qui te challenge un peu. Là, tu te dis, en réalité, je ne sais même pas pourquoi. Donc, tu fais comment pour... Qu'est-ce que tu apprends du truc? Finalement, tu n'apprends pas là, parce que tu n'as pas les éléments de réponse. Donc, tu fais comment pour passer... Qu'est-ce que tu te dis finalement, pour pas te dévaloriser, tu vois? Pour pas te dire que ce que tu as fait, c'est pas nul. Comment tu fais pour avoir cette conviction, cette certitude de dire ce que j'ai fait, c'est très bien, alors que tu n'as aucun élément de réponse? C'est une bonne question. Après, la réalité, c'est que je vis dans un univers où l'éducation des décideurs, elle est minime au niveau graphique. Ouais. Elle n'existe quasiment pas. Donc comment je fais? Je continue mon travail d'éducation qui est d'enseigner, en fait. Moi, j'enseigne à la fois à Penningen, donc l'école que j'ai faite, à l'IFM, l'Institut français de la mode, mais en master image. Donc c'est un peu des profils différents. J'enseigne un tout petit peu à Sciences Po, où là, typiquement, je parle aux potentiels futurs décideurs de ces choses-là. Et j'enseigne à l'ECAL, en Suisse, à l'école cantonale de Lausanne, où là, j'enseigne même pas le design, j'enseigne la vente du design, ce que je disais tout à l'heure, comment présenter les choses. Mais idéalement, faudrait que j'enseigne à HEC, dans les grandes écoles de commerce françaises, pour que les gars et les nanas qui, au final, sont les décisions, ils se souviennent, ah mais putain, je me souviens, il y a 5 ans, il y avait ce dude qui était venu, qui m'avait expliqué ce que c'était qu'un bon logo, mais celui-là, il n'a pas l'air bon, là, celui qu'ils sont en train de me vendre. Parce qu'ils sont incapables de prendre des décisions. Incapables. C'est phénoménal. Comment Total Energy, comment le directeur de marque, le COMEX, le board de Total Energy a validé un logo aussi pourri, aussi énergivore. Comment la NUP, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils se ressemblent, hein. NUPES, je sais pas comment on dit, c'est quand même des gens cultivés, hein. Les Mélenchon, etc. Ils vont au théâtre, ils lisent des bouquins. Quand ils vont au théâtre, ils vont pas voir la pire pièce de France. Quand ils lisent un bouquin, ils vont pas lire le pire torchon, ok? Quand ils choisissent un logo, ils choisissent le pire. Parce qu'ils sont pas, c'est ça, ils sont pas éduqués. Ces gens-là ne sont pas éduqués. Il faut les éduquer. C'est un peu condescendant aussi, hein, parce qu'en gros, je leur dis, vous n'y connaissez rien. Non, je vois pas. Moi, j'entends plus de la responsabilité. Oui, mais c'est jamais plaisant de s'entendre dire. C'est comme si tu disais à quelqu'un, t'es architecte et quelqu'un vient, t'es architecte, quelqu'un vient te voir et dit, construis-moi ma maison, j'aimerais qu'elle soit comme ci, comme ça. Et tu dis à la personne, non, tu connais rien, ta maison c'est de la merde, écoute-moi, c'est moi qui sais comment je vais faire ta maison. Mais moi, c'est ce que je dis aux marques sur les logos. Mais c'est ce dont on a besoin, en fait. Finalement, oui, c'est difficile, mais il y a tellement peu d'éducation là-dedans, il y a tellement peu de savoir de ce que c'est que ces choses-là. Parce que, d'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique du logo. Là, récemment, il y a eu un cas très, 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 très rare d'une forme globale de critique d'un logo. Jaguar a refait son logo. Tout le monde s'est énervé, c'est devenu un mème international avec des trucs très, très drôles. Hein. Twitter s'est enflammé, enfin, Twitter X s'est enflammé sur ça. Tout le monde a fait des blagues sur la campagne, le truc, machin. En l'occurrence, c'était un peu foireux, mais pas non plus catastrophique. Moi, je suis parfois tolérant. Il y a des trucs, il y a bien pire. Mais ils se sont pris un backlash énorme. Et bravo à Jaguar s'ils ne changent pas de logo. Parce que là, il y a tous les marqueurs, tous les indicateurs sont rouges. Genre, les gars, t'es le directeur marketing, tu te fais virer. Ton logo, on le balance, on reprend celui d'avant. Ce que font certaines marques face à l'opprobre et aux manifestations du public. Donc nous, il n'y a pas de critique de logo à part ça. Il n'y a pas le masque et la plume du logo. Ça n'existe pas. Il y a juste parfois le public qui s'énerve. Et le public, il les connaît encore moins que les clients, en fait. Hein. Donc c'est un peu délicat comme métier. Et en même temps, parfois je me dis, tant mieux qu'il n'y ait pas de critique de logo comme ça, mais les logos, ils ne se font pas critiquer, quoi. Oui, tu vois, en l'occurrence, récemment, là, j'ai refait le logo de Ricard. Il y a des mecs qui ont fait des podcasts. J'étais là, waouh, là, j'ai jamais eu un boost d'ego comme ça. Il passe 20 minutes à dire à quel point c'est incroyable.
Bon, après, c'est des designers, donc c'est toujours des designers qui sont en connaissance. Ok. Donc voilà. Comment tu vois l'évolution de l'identité des marques dans un monde où tout change si vite? Parce qu'on a l'impression que le logo, il est là pour rester et pourtant, tout change assez vite. Je ne sais plus qui me disait l'autre jour, le logo, on s'en fout aujourd'hui. Ouais, bah dans ce cas-là, t'as qu'à remplacer la croix chrétienne par écrire dans toutes les langues, les 190 langues du monde, religion chrétienne, Christian religion, etc. C'est ça en fait, c'est à ça que sert un logo. C'est à ne pas avoir à écrire dans toutes les langues du monde ta marque. La croix chrétienne, c'est ça. Omega de la marque Omega de montre, c'est d'ailleurs un des seuls logos au monde qui, quand tu le regardes, tu prononces le nom de la marque. Apple, si tu es allemand, tu dis Apfel en voyant le logo d'Apple. Tu dis pomme en français. Ok ? Omega, tu ne peux dire que Omega parce que c'est du grec ancien. Dans toutes les langues, le grec ancien, c'est la même chose. C'est assez marrant. C'est un peu dur à comprendre cette histoire, mais donc, un logo, c'est ça. Ça sert à remplacer les langues. C'est la préécriture. Donc, c'est aussi ancien que la civilisation. Donc, non, ça ne va pas disparaître. Donc, ça permet de fédérer aussi. Ça permet de fédérer, ça permet de simplifier, ça permet de représenter, ça permet de... Il n'y a pas de barrière culturelle, il n'y a pas de barrière de langue. Qui va changer. Bah non, il a changé. Il a été fait en 1932, je crois. Bah, il va rester tout le temps. Il est quasiment pas améliorable. Ils l'ont un peu affiné récemment. Logo Mitsubishi, 1914. Okay, il n'a pas changé. Et c'est inspiré d'un Camon des familles qui ont créé la marque Mitsubishi, mais il ne changera pas. Donc non, les logos, un bon logo, il va rester. Airbnb, je doute qu'il change un jour. Pourtant, je peux dire, quand il est arrivé, il a remplacé un truc d'avant qui était juste un wordmark. Un wordmark, c'est le nom de la marque. Donc, il y avait marqué Airbnb dans une typo bleue un peu enfantine, dégueulasse, qui avait été fait par le stagiaire. Nouveau logo arrive, scandale, machin, quelle horreur. Aujourd'hui, mais tu remontres aux gens qui criaient au scandale à l'époque l'ancien logo, ils disent « Ah merde, bah non, en fait, non, surtout pas faire revenir l'ancien, on garde celui-là. » Airbnb, je doute qu'il change un jour de logo. À quoi ressemble l'avenir du design selon toi et où est-ce que toi c'est quoi tes projets dans les 5 prochaines années? Je suis à la fois confiant et inquiet, donc évidemment tout le monde me pose des questions sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle est au balbutiement, mais surtout le problème de l'intelligence artificielle, c'est que même si elle arrivait à faire un bon logo, est-ce qu'elle peut aussi l'expliquer, le vendre, faire tout le boulot qu'on fait autour pour que les gens comprennent pourquoi il faut prendre ce logo, et aussi est-ce qu'elle peut l'appliquer. C'est-à-dire qu'une énorme partie de notre travail, c'est une fois qu'on a fait un logo, c'est faire les déclinaisons, les trucs, quand tu dois le faire en volume, comment tu le fais, quand tu dois le faire en digital, quand tu dois l'animer, quand tu dois faire une charte graphique pour que tous les gens de X ou Y marque d'alcool sur tous les marchés puissent faire leur stand, leur panneau d'affichage, etc., etc. Si ça arrive un jour, je serai sûrement déjà à la retraite. Pour l'instant, on n'y est pas. Quand bien même ça arriverait, je ferai autre chose. Je sais faire d'autres choses aussi dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai ouvert un café. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer la fabrication de café frappé grec qu'on fait chez Yorgaki dans mon café rue des Martyrs. Donc je pourrais devenir cafetier. Ce qui est déjà le cas, tu as déjà un café. Je suis déjà cafetier, mais je pourrais inverser la balance, on va dire. Et tu as un projet dans la nourriture? Oui, l'idée c'est avec Yorgaki de créer une marque de produits en fait. Parce que je pense que malgré l'engouement qu'il y a pour les produits grecs en France, il n'y a pas tant de marques que ça, et il y a la place pour une marque en plus, et j'ai pas mal de petites idées assez, on va dire, originales sur ce que j'ai envie de mettre dans la bouche des gens. Ok, avant que tu arrives, j'ai posté sur les réseaux, j'ai pas dit que je te recevais toi, j'ai dit que je recevais un directeur artistique, un des directeurs artistiques les plus influents de sa génération, et je leur ai demandé si ils avaient des questions qu'ils aimeraient que je te pose. C'est pour ça que je regardais mon téléphone, et en fait, une question qui est arrivée, c'est est-ce que tu as reçu un conseil qui a un conseil ou rencontré une personne qui a radicalement changé ta façon de voir les choses, ou certaines choses, pas toutes les choses? Alors, j'ai eu comme prof à Penningen un mec qui s'appelait Roman Cislewicz, qui était un affichiste polonais légendaire. Alors lui, son conseil, c'était plutôt sur la drague. Il m'avait dit, arrête de draguer toutes les nanas à la fois, concentre-toi, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça marche? Oui. Coucou Camille. Non, ce que j'ai pu avoir comme conseil... Moi, j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre, j'ai une particularité.
parce que quand j'ai fini mes études à Penningen, j'ai vendu mon diplôme de fin d'études à Rossignol, qui était mon sponsor en snowboard. Je faisais de la compète en snow. Et le directeur marketing, Jean-Carl Carpano, paix à son âme, il vient de décéder, hélas, m'a dit « Yorgo, si ça nous plaît, ton projet, on l'achète ». Mon projet de fin d'études, c'était une fausse marque de snowboard que je voulais appeler Orange, comme les télécoms, mais avant que les télécoms n'existent. Je trouvais que c'était un bon nom, Orange. Et je voulais qu'il m'imprime des planches pour les avoir sur mon stand. Il m'a dit non, ça va s'appeler Rossignol et on te les imprime au et planches. Donc ça s'est appelé Rossignol, j'ai refait le logo, ils ont imprimé les planches. Et au final, ils m'ont acheté mon diplôme, une somme considérable à l'époque, en francs, ce qui a fait que j'ai jamais eu à bosser pour quelqu'un d'autre. Donc des conseils, j'en ai pas eu tant que ça en fait. J'ai jamais fait de stage dans des autres boîtes de design, j'ai jamais eu de patron parce que j'ai pas bossé dans une agence de pub. J'ai eu des associés, j'ai rencontré plein de gens. Donc j'ai envie de dire non, j'ai pas eu trop de j'ai pas une phrase qu'on m'a dit où je me suis dit tiens, ça a changé ma vie quoi. Et je suis un peu parti à l'aventure, parti à Londres, créer ma boîte, etc. Non, je suis désolé là, en self-improvement, je sèche un peu quoi. Si ça me vient, je te dirai. Ok, on va passer au Skill Challenge, je t'en avais parlé aussi, donc c'est l'idée de cette discussion du podcast, c'est que ça serve à nos auditeurs, auditeurs entrepreneurs, s'ils veulent booster leur créativité, je sais que c'est naturel pour toi, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme exercice dans les 24-48 heures? Un exercice concret, après c'est difficile parce que ça peut paraître excessivement parisiano-parisien, mais quand même, une des raisons pour laquelle je travaille dans cette ville, et à contre-cœur, moi, mon rêve, c'est d'être à Biarritz, c'est de pouvoir aller surfer tous les jours, ou à Chamonix et d'aller skier tous les jours. Non, je suis à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Tous les jours, je pourrais passer ma journée à ne pas bosser, à aller dans des galeries, des musées, etc. Donc, vraiment, pour moi, c'est faire un tour des galeries, faire un tour des musées, des librairies. L'inspiration, elle n'est pas forcément d'ailleurs dans... Moi, je vais voir, si je fais ça à Paris, je ne verrai aucun truc de graphisme. Il n'y en a pas. Enfin, il y a des bouquins au musée des Arts Déco et de temps en temps une expo sur mon métier. Mais j'irai voir d'autres choses. Donc, honnêtement, ça reste le cœur de l'inspiration et de la créativité. C'est ce qui se fait ailleurs dans d'autres domaines. Là, récemment, je suis allé voir une expo au musée des Arts Déco sur Christophe, l'orfèvrerie. Alors, je peux dire, moi, j'ai des fourchettes Ikea chez moi. J'ai pas des Christophe. Mais d'aller voir ça, d'avoir les affiches, les objets qu'ils ont pu faire, c'est ultra inspirant. Est-ce que ça va me servir dans les 24 heures qui viennent? Je sais pas. Mais ça reste imprimé quelque part dans ma mémoire visuelle et j'espère qu'un jour, ça pourra me servir à quelque chose. Mais c'est l'accumulation de toutes ces choses. Désolé, c'est pas très original comme réponse, mais c'est au ça. Contraire, c'est ça. En fait, il faut au contraire, parce que c'est accessible. Il faut que ça soit accessible. Est-ce que tu as un mentor, en tout cas quelqu'un qui t'inspire dans le design, la direction artistique, une inspiration? Au-delà de mon père, évidemment, j'ai envie de dire Jean-Paul Goude. Quand je l'avais rencontré, on avait collaboré sur Vanity Fair. Souriant, drôle, créatif, ambitieux. Et moi, je me souviens toujours d'une photo qui, pour moi, résume tout. C'est une photo de Jean-Paul Goude qui montre ses croquis du défilé du bicentenaire de la Révolution à François Mitterrand. Donc, tu as Goude, Mitterrand, d'autres gens autour qui n'y comprennent rien. C'est Mitterrand qui va dire oui ou non. Hein. Et le projet, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais le défilé du bicentenaire de la Révolution, c'est impensable aujourd'hui. Enfin, remarque, non. Il y a eu Thomas Joly pour les JO, mais c'était moins c'était une œuvre totale. C'est une œuvre totale ce qu'il a fait pour ça. Jean-Paul Goude, c'est-à-dire de la forme des chars au costume, à la musique, à l'éclairage, etc. C'était absolu. Et d'arriver à convaincre le président de ça, pour moi, ça c'est une inspiration. Et j'étais allé une fois chez lui à la Butte Bergère. Il avait une baraque géniale. Le mec est vraiment ultra inspirant. Jean-Paul Goude. Voilà, désolé, c'est pas très original. Moi, j'aime beaucoup Jean-Paul. Mais si voilà. Tu regardes Yorgo qui a 20 ans, si tu avais l'occasion de lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil lui donnerais-tu? Ah oui, quel conseil à 20 ans j'aurais donné? Fais un peu plus gaffe quand tu fais des sauts en snowboard, pas tout péter, parce que vraiment, tu prends des risques. Je me suis, la seule articulation que j'ai pas pété, c'est la hanche. Toutes les autres, elles ont à un moment souffert. Donc j'aurais dit ça. Et en business, crée ta marque plus tôt.
Parce qu'en fait, au final, moi, ça fait 25 ans que je crée de la valeur pour les autres et que je commence à en créer pour moi, en gros, avec ma marque Yorgaki, et si elle voit le jour. Mais j'ai généré des millions et des millions d'euros de bénéfices pour des marques avec mon métier, mais c'est eux qui en ont profité. Et au final, c'est un peu frustrant. Et avoir sa marque, c'est mon pote Ramdan, une fois, il m'avait dit, Yorgo, j'en ai marre d'expliquer aux clients ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Je vais le faire moi. Résultat, il a fait sa marque Bully, il a revendu des millions. Et parce qu'il n'y avait personne pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et moi, je m'en suis rendu compte avec mon café. Personne pour m'empêcher de faire mon architecture comme ça, faire mes lampes comme ça, faire mon logo comme ça. Résultat, c'est on point, tu vois, ça tombe juste. Donc voilà, à 20 ans, je me serais sûrement... Bon, je ne sais pas si j'aurais eu les moyens de le faire. J'aurais dit, crée ta marque. Bon, au final, j'en ai créé des marques. J'ai créé mon magazine Intersection, qui est, d'une certaine manière, pour moi, à une époque, était un des meilleurs magazines qui soit au niveau éditorial, pas tant graphique, éditorial. J'ai co-créé Black Rose, qui est incontestablement la marque de ski la plus cool. Et j'ai créé Yorgaki, qui est le seul café grec à Paris. Donc, je pourrais y puiser de la fierté dans ces trucs-là, mais en effet, à 20 ans, j'aurais peut-être commencé plus tôt. Voilà. Mais ton nom et ta marque, si je devais entendre parler de toi, que je ne te connais pas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on me dise de toi ? Quelle est la trace que tu aimerais laisser ? Tu vois, je te connais pas, mais c'est soit je vais visiter une galerie. La trace que j'aimerais laisser, j'aimerais que les gens disent il était pas si mauvais que ça en skate, pourtant j'avais pas un style de fou, quoi. Mais j'ai skaté des trucs rigolos. Non, plus sérieusement, j'aimerais avoir participé à une forme de renaissance de l'intérêt pour les logotypes en France. C'était un art délaissé quand je m'y suis intéressé dans les années 90. Enfin, délaissé. C'était pas au cœur des sujets dont les jeunes graphistes s'occupaient. Et ça l'est toujours pas. Tu as des studios de design français ultra branchés qui font toutes les identités de musée. Ils n'ont pas fait un symbole en 15 ans de boulot. Ils font toujours un peu la même chose. Tu as une typo genre Helvetica, bien maîtrisée, un super équilibre de composition, mais ils ne font pas de symbole. Ils font des logos. Tu auras marqué XY nom de musée, écrit dans une typo hyper sobre, sans sérif. Mais au final, ils ne s'attaquent pas à la vraie problématique de créer un symbole, de créer la croix chrétienne, la pomme d'Apple, la maison d'habitat avec un cœur dedans. Tu vois. Et ça, c'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile de créer le logo habitat que de faire ce que les gens appellent du blending. C'est-à-dire, tu prends un logo un peu complexe, tu le rends plus simple, quoi. Enfin, un logo, une typo un peu complexe, tu le rends plus simple. Merci Yorgo. Qui aimerais-tu voir dans un prochain épisode ? Qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode de Skills ? J'adorais Jean-Paul Goutte, on en parlait tout à l'heure. Moi aussi. Ce serait hyper intéressant. Mais en entrepreneur créatif, typiquement Alexandre Matussi, dont on parlait tout à l'heure, je serais curieux de savoir comment lui, il a mis tout ça en place. Pas forcément entrepreneur créatif, ça peut être juste une personne que toi, tu trouves inspirante et que tu aimerais bien écouter. Moi, je suis quand même, j'ai une vie qui se divise énormément entre le monde créatif parisien et le sport. Donc j'aimerais bien entendre des athlètes typiquement Kelly Slater ou des types qui ont fait leur carrière totalement autour d'un sport, qui maîtrisent mieux que personne et qui en final on en fait un business. Kelly Slater, il a créé sa marque de surf, sa marque de fringues, sa marque de produits de beauté, etc. Kelly, ce serait hyper intéressant. Bon, voilà, après c'est Dieu, Kelly, c'est le GOAT, greatest of all time, 11 fois champion du monde de surf, donc je pense qu'il est dur à approcher, même si j'ai des potes qui le connaissent. Des athlètes professionnels. Moi, j'ai fait sur les PC, j'ai fait Fabrice Santoro et j'ai fait dans la boxe Cyril Benzaken. Mais ça s'apparente aussi à ce que tu dis avec les produits dérivés à un Federer, par exemple. Ouais, Federer, mais sauf que j'aime pas trop le logo de Roger Federer. RF, il est vraiment dégueu là. Qu'est-ce qu'il y a ? Novak Djokovic, avec sa marque On. Non mais On, oui, mais c'est pas lui qui a créé On. Enfin, il est. D'accord, ok. Enfin, je pense pas, à ma connaissance. Il est peut-être actionnaire. Il est actionnaire, c'est sûr, très mais suisse, c'est ok. Et On, c'est un pur produit de l'ECAL, l'école où j'enseigne en Suisse. Okay. Tous les designers de On viennent de l'ECAL. C'est assez marrant. C'est vraiment. D'accord. Il y a d'ailleurs un style très ECAL dans la communication de On. Merci Yorgo pour cet échange, en tout cas de parler d'entrepreneuriat et de créativité. J'invite tous nos auditeurs à mettre en place le Skill Challenge que tu proposes, en tout cas, facile, pour le coup. Qui est facile, mais il faut le mettre en place.
Il faut y aller, faut passer à l'action qui est assez facile, donc vraiment aller visiter, restez pas chez vous enfermés dans ce que vous connaissez déjà, sortez de votre zone de confort et allez voir en fait ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est un art, entreprendre et être créatif, c'est un art, c'est un pont, c'est une discipline. Merci beaucoup Urgo et à très bientôt pour un prochain épisode dans Skills. Merci à toi.